Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'analyse des cartes de la nouvelle extension, notamment sur la classe voleur dans un premier temps. Je pense que je vais faire même plusieurs classes à voir, selon le temps que ça prend. Pour ce qui est de voleur, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de cartes pirates qui revenaient en standard, notamment l'ajout du sort à 3 qui revient dans le corset. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur l'analyse des cartes qui entrent dans le corset et qui partent, pour voir à quel point l'archétype de voleur pirate est quelque chose qui peut revenir. En tout cas, on commence avec une 3-2 rush pour 3 de mana. Combo invoque une copie de celle-ci. Tout d'abord, est-ce qu'on a une possibilité de booster cette 3-2? Parce que c'est une carte très intéressante du coup. 3-2 pour 3 pirates. On va avoir, je crois, l'arme à 4 ou 3 de mana. On va s'intéresser aux cartes qui vont rotate, justement, ça va être intéressant. Afin de voir ce qui va rester. Pour savoir si justement il y a cette fameuse arme à 3 qui dredge un pirate au fond du deck. Et si c'est un pirate, lui donne plus 4 d'attaque, je crois. Donc si on peut avoir double 7 de rush pour 3 de mana, ça peut être très fort. On va avoir le Dig for Treasure. Pour 1 de mana, pioche un serviteur si c'est un pirate, obtient une coin. Là, ça va être une carte très forte dans un archétype pirate, voleur pirate. On voit vraiment que le deck a de quoi s'orienter vers voleur pirate. Et en plus de ça, le fait d'avoir une coin, même si on n'a pas commencé avec la pièce, on va pouvoir avoir une pièce pour pièce 3-2 par exemple, et donc faire l'équivalent de 6-4 de stats sur tour 2. On va avoir le Toy Bot, 2 de mana, 2-3 pour 2. Après que vous invoquez un pirate, ce n'est pas après que vous jouez un pirate, pioche une carte. Donc cette carte va être cool avec n'importe quelle invocation que vous pourrez avoir. Je sais pas, je pense notamment à la 1-3 Undead Pirate qui, une fois que votre héros attaque, invoque un pirate, typiquement, on peut piocher pas mal de cartes grâce à cette 2-3 et là on voit vraiment qu'on s'oriente vers un archétype pirate qui a l'air assez stable en termes de pioche. Le T5 Miniaturize, une 4-3 pour 5 pirates, cri de guerre, votre prochaine carte ce tour coûte 3 de mana. Et c'est vraiment très cool d'avoir une Miniaturize à 1 de mana, donc ça équivaut à un T2 au final. Hein. Ça équivaut vraiment à un tour 2, à un 2 de mana, qui est une 4-3, qui joue une carte à 3 de mana, en clair. Donc plutôt des cartes très fortes je trouve pour Vola. Après que votre héros attaque, invoque une pirate 1-1 qui attaque un ennemi aléatoire. Donc l'avantage de cette arme à 4 de mana, qui paraît cher, c'est qu'il y a pas mal de synergie, notamment synergie avec le Toy Bot pour piocher 1. Le T6, en plus de ça, je suis pas sûr que le T7 légendaire parte. Celui qui fait que si vous avez joué 7 cartes pirate, invoquez plutôt cette carte pirate, vous volez soit 2 cartes de la main adverse, soit 5 cartes du deck adverse. Soit vous interagissez autrement, je crois que vous voulez peut-être une créature. Enfin bref, on va pouvoir vérifier juste après si cette carte part ou pas. Donc le T6 pirate pour 6 5-5 Shopfeater Goldbeard. Après que vous invoquez un pirate, invoque une copie de celui-ci qui attaque un adversaire aléatoire qui meurt ensuite. Donc ce qui est bien, c'est que s'il n'y a pas de serviteur adverse, vous allez juste pouvoir burst le héros adverse. Donc ça coûte cher, mais globalement c'est une carte qui peut être très fort, qu'on peut shadow step, qu'on peut voilà. Fistel plutôt, T7, Discover a spell from another class, on obtient une copie. Donc découvrir une carte d'une autre classe pour 2 de mana, on obtient une copie. Pourquoi pas, par exemple, je pense que ça sera pas forcément joué en archétype voleur pirate. 8 de mana, Everything Must Go. Invoque 2 random T4, coûte 1 de moins pour chaque carte que vous avez pioché pendant ce tour. Donc on a la possibilité de piocher beaucoup. Je pense notamment avec le spell à 7 qui pioche cette carte. Donc ça revient à ce que ce T8 coûte littéralement 0 de mana si vous arrivez à piocher cette carte. Si vous avez la place en main pour piocher cette carte. Du coup, on voit du cheating mana qui est possible.
Maintenant, à voir si voilà, on a vraiment envie de jouer le sort à 7. En tout cas, le sort à 8 est très intéressant. On a un lieu à 3 de mana. Le prochain serviteur que vous jouez ce tour, que vous invoquez, c'est même pas que vous jouez. Il a des stats à 4-4. Donc, ok, j'étais en train de réfléchir, mais je me suis dit, est-ce que c'est un passif? Mais non, c'est pas un passif. Il suffit de cliquer sur la carte pour que ça s'active. Je me suis dit, c'est un passif, c'est pas forcément bien du coup. Mais ouais, vu que c'est un lieu, on l'active quand on veut, du coup on peut invoquer une 4-4 pirate qui attaque un adversaire aléatoire. Là on voit une curve qui se dessine, lieu à 3, arme à 4, et c'est assez incroyable. Du coup une 4-4 qui peut charger face, bah, c'est juste très très fort, tout simplement. Et enfin on finit par un légendaire à 4 de mana, Sonia Water Dancer. Après que vous jouez une carte à 1 de mana, on obtient une copie qui coûte 0. Donc on peut faire pas mal de value avec ce genre de carte. C'est une carte qui peut être très dangereuse, donc très forte pour voleur. Et au final, je trouve que les cartes de voleur sont plutôt très fortes. Je sais pas ce que vous en pensez. Certes, l'archétype s'oriente un peu vers pirate, même si l'archétype pirate n'était pas si fort que ça. Au début de l'archétype pirate, le deck était quand même fort. Maintenant, là, on voit qu'on a vraiment des cartes très fortes, je trouve. Intéressons-nous maintenant aux cartes de voleurs qui s'en vont. On a la 3 pirates pour 1 de mana, la 2-5 pirates pour 3 après que votre héros attaque pioche un pirate. Des cartes comme Gone Fishing qui auraient pu être intéressantes également en deck pirate, le Sora 5, le Vaisselle, qui justement était une carte qui me paraissait très forte. Et pareil, l'admiral du coup qui s'en va, donc on perd la possibilité de jouer un deck pirate avec l'amiral. Donc dommage. On perd aussi l'arme à 3 pirates. En même temps, ça aurait été trop fort hein, si ces cartes étaient encore là. Donc voici les premières cartes qu'on perd. Les deuxièmes cartes qu'on perd vont être Door of Shadow, le Bone Spike qui permettait du cheating mana. On va perdre Draka, on va perdre Scribbling, le lieu à 3. Donc il y a tous les lieux qui s'en vont, les premiers lieux qui étaient arrivés. Et Private Eye. Et enfin, je pense que la prochaine extension, c'est Lich King. Lich King, l'extension suivante qui s'en va, on perd Shadow of Demise, qui est un spell vraiment très fort. Les Concoctions, on perd l'Illusionniste, et je crois que c'est tout. Ce qui fait déjà pas mal, et donc pour rappel, hein, le corset, je vous laisse voir... si vous voulez savoir ce qui reste, qui est juste gratuit, donc la prep, Shadow Step, Backstab, c'est des cartes très fortes et emblématiques de voleurs. On voit qu'on garde des cartes comme Deadly Poison. On voit qu'on a vraiment la possibilité de créer un archétype weapon potentiellement. On voit aussi que Tess reste. Tess fait partie maintenant intégrante de voleur. Je crois pas qu'elle rotate. Hein. Il me semble pas l'avoir vu en rotate. En tout cas, voilà. Je pense que voleur a vraiment du bon potentiel. Et je vais faire cette vidéo du coup sur 2 classes, hein, si jamais vous l'avez déjà vu dans le titre. Mais je pense que ça fait un peu trop court de faire juste sur une seule classe à la fois. Donc DH, on va s'intéresser aux nouvelles cartes. On commence avec le Sigi, qui fait quoi? Qui obtient 3 random cartes de Demon Hunter de première édition en râle d'agonie. J'imagine qu'on peut avoir des cartes qui n'avaient pas été nerfs, comme le crâne quand il coûtait 5 de mana, l'altruiste quand il coûtait 3 je crois. Du coup ça peut vite être très fort en termes de value. On va avoir une nouvelle carte à 4 de mana qui inflige 5 points de dégâts à un serviteur. L'excès de dégâts fait des dégâts aux serviteurs adjacents. Et si cette carte est en outcast, donc soit à gauche soit à droite de la main, on va avoir lifesteal. Donc plutôt bonne carte si on veut gagner du temps, si on joue un deck plutôt lent et que la méta est un peu aggro. On va avoir une carte à 2 de mana. Pioche une carte. Après que vous attaquez avec votre héros 2 fois, améliore cette carte. Donc je pense pas que c'est une carte qui peut s'améliorer à l'infini. Pioche 2, ok, ça peut s'améliorer jusqu'à 3 cartes. En fait,
ils ont réintégré les Spellstones, les cartes comme ça qui s'améliorent quand vous faites quelque chose. Et pour les classes qui n'en avaient pas, ils en ont tout simplement réintégré, enfin créé. Donc carte très intéressante pour piocher pas mal pour le coup. On va avoir un T8, le Macteridon Unreleased. Dormant pour 2 tours. Tant qu'il est dormant, inflige 3 points de dégâts à tous les ennemis à la fin de vos tours. Carte très intéressante du coup. Un mec démon, 12-12 pour 8. Ça paraît lent en soi. Maintenant, on a peut-être moyen de l'invoquer d'une autre manière. On s'intéressera justement aux cartes qui sont présentes en Demon Hunter pour justement interagir, mais je crois qu'on aura vraiment des moyens de l'invoquer bien plus tôt. Donc, carte qui peut être très intéressante. On va avoir le Spirit of the Team, un Undead pour 2 de mana, 0-3. Stealth pour 1 tour. Votre héros a plus 2 d'attaque pendant votre tour. Ok, plutôt intéressante. Si elle n'est pas gérée, du coup, vous pouvez... c'est une 0-3 que je trouve intéressante. À voir si on a envie de la jouer, mais très intéressante. Pour 3 de mana, on va avoir l'Empire's Grapes. Defrattle, 3-2 pour 3, pioche une carte, enfin pioche un démon et réduit son coût de 2. Donc typiquement on en parlait du cheating mana et on va vraiment avoir une bonne carte pour booster l'archétype démon qui était un peu faible. Et donc c'est plutôt cool. 5 de mana. En démon 6-5 miniaturize, cri de guerre, découvre un démon. Mais ses stats et coûts à ce serviteur. Donc vous découvrez un démon et on va avoir du coup les mêmes stats. Ça va être une 6-5 pour 5. Donc si vous découvrez le dormant qui coûte cher, ça peut vraiment être très fort en l'occurrence. Et en plus de ça, vous allez avoir un miniaturize. Donc ça veut dire que la miniature que vous allez avoir pourra être un démon 1-1 pour 1. Et ça peut typiquement être le Macteridon. Donc dans ces cas-là, je trouve que ça fait des bêtises parce que le dormant, vous ne pouvez pas le contrer. En plus de ça, à la fin de vos tours, vous allez juste faire 3 à tous les ennemis. Ça me paraît assez absurde pour l'instant. Donc à voir en pratique. La red card pour 1 de mana fait un serviteur dormant pour 2 tours. Typiquement, on est très content de mettre notre serviteur, notre démon, qu'on aurait découvert 1 de mana en dormant, pour que son passif se réactive. Donc, carte très très intéressante pour le coup, pour 2 de mana. En plus de ça, on peut l'appliquer sur une carte adverse, c'est ça qu'on n'oublie pas, enfin, qu'il faut pas oublier. On peut... c'est une carte du coup très flexible, c'est-à-dire que si l'adversaire a une créature vraiment chiante à gérer, hop, on la met en dormant, on gagne du temps. Et c'est du coup une carte très très intéressante, cette red card. Blind Box, pour 2 de mana, obtient 2 démons aléatoires, Outcast les découvre à la place. Donc le fait d'avoir une découverte de démons est plutôt très cool. Donc voilà, un archétype démon qui peut vraiment devenir strong pour le coup en DH. Bold Hog, pour 4 de mana, une 3-3, lifesteal, cri de guerre et râle d'agonie, inflige 3 points de dégâts à l'adversaire avec le moins de PV. Ça peut être le héros adverse s'il n'y a pas de serviteur en face. Plutôt cool carte en soi, à voir si elle sera vraiment jouée, mais en termes de lifesteal, c'est vraiment une carte très cool et ça fait du burst en plus de ça, donc j'aime bien. J'aime bien. Et pour le reste, écoutez, ça sera la prochaine fois. Maintenant, on va s'intéresser aux cartes de DH qui s'en vont. On va s'intéresser aux cartes qui s'en vont. Sunken City, on va voir le départ de Lady Steno, Predation, le Sage qui intègre le Corset, Multistrike. Et dans ce qui était joué, on avait le Xylag un moment, la Glaive Share qui était joué un moment, le Topol de Idol qui s'en va également. Est-ce qu'on a des démons qui s'en vont? On a le lieu, donc le package lieu qui s'en va. La 5-4 pour 2 qui s'en va. Le sort à 0 pour un peu un archétype qui faisait en sorte de vider votre main puis piocher qui s'en va. Le T4 légendaire pareil. Le Prosecutor qui était une tech card intéressante mais qui n'a pas été joué récemment parce que DH n'avait pas d'archétype avec ça. Et donc ouais, tout le package relique. Et ouais, à un moment donné, il y avait vraiment un DH pioche qui était très fort, où vous vidiez la main et il y avait pas mal de cartes de pioche. Et pour finir, donc l'extension du Lich King, quelles cartes s'en vont? La 2-1 reste en standard. Le rejoint le Corset, le Unleash Fell, Mark of Scorn. J'imagine qu'on va perdre
perdre tout le package spell, c'est ça. Donc le sort à 5, l'arme à 4, le spell à 4, le Felrin. Et on perd le démon à 9 qui au final n'a jamais été joué. Hein. Le démon à 7 qui coûte un de moins pour chaque carte avec Outcast que vous avez joué pendant cette partie. Qui s'en va. Une 5-5 pour 7 rush. Et un démon Naga pour 6 de mana, 3-7 pour 6. Si vous avez genre lancé 3 spells en ayant 7 cartes en main, invoque un démon différent de votre deck. Donc typiquement ça permettait de faire du cheating mana, mais c'est une carte qu'on perd. Maintenant, quelles sont les cartes qu'on va garder? C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour voleur. Maintenant, on peut voir les cartes qu'on va garder. Illidary Studies, Illidan Gift, qui est une carte assez flexible. On va garder... qu'est-ce qu'on va garder d'intéressant? L'Armade 2, qui reste... ok. J'essaye de voir s'il y a vraiment des cartes intéressantes pour l'archétype démon, notamment. Pas grand chose ici. Rien en cheating mana pour 4 de mana. Peut-être pour 5 de mana, on va avoir quelque chose d'intéressant. La 4-4, je crois qu'il reste à vérifier. Hein. Elle s'en va peut-être, mais typiquement, c'est une carte, si elle reste, je crois pas l'avoir vu qu'elle rotate. Notre prochain démon coûte 2 de moins. On peut vraiment avoir un démon pour pas cher entre l'arme et le T4. On peut avoir le démon à 8. Du coup, si on fait la curve T3, arme T4, 4-4, avoir un démon qui coûte tout simplement 4 de mana au lieu de 8. Ce qui me paraît du coup très intéressant. Ouais, on n'a pas de cheating mana direct avec les démons. Cette carte a 7 de mana. Taunt, lifesteal coûte 2 moins pour chaque arme que vous avez équipée pendant cette partie. On voit qu'il y a une synergie avec le fait d'avoir des armes équipées, notamment avec le nouveau spell à 2. D'ailleurs, il dit quoi? Je crois qu'il dit à chaque fois que votre héros attaque, pas forcément une arme, mais à vérifier. Il me semble que c'est ça, pour améliorer. Et du coup, ce démon 4-7 qui peut vite coûter pas cher du tout. Qui peut d'ailleurs coûter 0 si on joue l'arme à 3. Non, il va pas coûter 0. J'étais en train de réfléchir si on peut l'avoir pour 0 pour 4 de mana, le piocher sur 4, mais non. On va voir l'Illidary Inquisitor. Je pense qu'il reste à vérifier en vrai. J'ai vraiment un doute. En tout cas, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le corset. Vous pourrez plus voir en détail les cartes qui partent. Mais c'est vrai que cette carte, si elle reste, elle peut être très forte dans l'archétype démon. En tout cas, c'est fini pour cette analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour l'analyse de 2 prochaines classes. Tchuss.